Est-ce que j'avais visualisé ma vie en tant que chanteuse et en plus d'un groupe populaire et compagnie? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Moi, je crois que c'est plutôt la musique qui est venue me happer. En fait, quand j'étais petite aux Antilles, j'avais pas le droit de rêver d'être artiste. On vivait pas de ça. Notre pays, il est tout petit. 80 km de long, 40 km de large, dans la plus grande largeur. Je veux dire, bon, on ne peut pas vivre de ce métier-là. Tous les gens qui étaient artistes, ils avaient un autre vrai métier, comme ils disaient à l'époque, un vrai métier à côté. Parce que la musique, c'était en dilettante. Soit on faisait de la musique, on faisait le bœuf avec les copains, on se réunissait et puis on avait des guitares et des bouteilles avec des cuillères et on jouait de la musique comme ça. Soit on jouait du bal. Et pour une femme, aller faire du bal de 9 h du soir à 4 h du matin, c'était pas bien vu. Et moi, vu mon éducation et compagnie, c'était hors de question. Donc je n'avais pas le droit de rêver d'être artiste. Au cinéma, on n'existait pas. Il n'y avait pas de rôle pour nous. Je sais pas, les Américains, de temps en temps, oui, on les voyait. On voyait des Noirs américains. Ils avaient des rôles subalternes jusqu'à ce qu'on ait droit à Devine qui vient dîner avec Sidney Poitier. Mais à l'époque, bon, on avait juste des rôles mineurs. Voilà. Et en France, il ne faut pas même pas aller, quoi. Il n'y avait pas de rôle prévu pour nous. Donc on ne rêvait pas d'être acteur, on ne rêvait pas d'être comédien. On recevait les troupes de Paris, Jean Gosselin, qui jouait toutes les pièces de Racine, Molière et compagnie, etc. Oui, eux, ils avaient le droit de rêver. Mais tu es comédien en Martinique pour jouer combien de fois? Il y avait bien des gens, il y avait des gens qui faisaient des trucs comme Alcin d'Or et compagnie. Mais tous ces gens-là travaillaient à côté. Ça ne payait pas un loyer, ça ne permettait pas de nourrir ses enfants. Être artiste aux Antilles, c'était vouloir mourir de faim, c'était de toutes les façons avoir des problèmes. Donc je ne pouvais pas rêver de ça. Et mes parents, vu leur niveau social, quelque part, pour parler franchement, mon père était chirurgien dentiste, sa fille peintre, bon... Ça ne le fait pas, quoi. Donc, moi, j'aimais les sciences, je suis partie faire des études scientifiques. Mais bon, la vie m'a montré que ce n'était pas pour moi. Donc, à chaque fois, il y avait toujours des événements qui me faisaient changer de direction. Non pas parce que je n'étais pas capable de faire ce que j'étais partie faire, mais simplement parce que ce n'était pas là qu'il fallait que j'aille. Donc, à chaque fois, j'ai eu des trucs jusqu'à ce que j'arrive à Paris et que je tombe dans le chaudron, puisque mon frère était là et qui m'a présenté à Roland Louis. Roland Louis m'a présenté à d'autres musiciens et ainsi de suite, jusqu'à ce que je devienne choriste professionnel et que je rencontre Kassav dans une salle de répétition et que finalement il m'appelle. Mais il y a eu un moment décisif où chez moi, pour le premier album de Kassav, quand j'ai entendu donc une des premières chansons qui était en promotion, je me suis retournée vers la radio et j'ai dit je veux aller là. Ça a été la seule fois où je dis je veux aller là. Et donc voilà, donc ça a été vraiment, vraiment ça qui a décidé... qui a fait que c'est le seul moment où, en fait, quelque part, je disais, c'est là que je vais. Voilà. Et c'était avec Kassav. Mais toutes les autres fois, je le faisais en dilettante, ça m'amusait, ce machin. Mais j'assurais mes arrières, je prenais des cours Beaux-Arts. Au pire, j'aurais été professeur de dessin, mais j'aurais eu un autre métier, quoi. Le métier de chanteuse, non. Et en partant avec Kassav, j'abandonne tout, je suis blasée, je suis bien là. On crée quelque chose, on part, ça va durer, ça va pas durer. On ne se posait pas la question. La question, c'était, faisons quelque chose qu'on aime faire, et c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on essayait de faire en sorte que ça dure, on essayait de faire en sorte qu'on ait du succès, on travaillait pour ça. On faisait des morceaux qui nous plaisent afin qu'on ait la certitude que ça puisse plaire au moins à 2 ou 3 personnes à l'extérieur. Ça a plu beaucoup plus et c'était tant mieux. Mais chaque fois, c'était tant mieux. Et chaque fois, on montait d'un niveau et il fallait tâcher de rester au niveau. Il fallait tâcher même de continuer à grimper, à faire mieux, à proposer d'autres choses, à se renouveler. Parce que de toute façon, si vous vous répétez, les gens, ça ne les intéresse pas. Et voilà. Quand on voit un public et on se dit il y a des milliers de gens devant nous, ah super, on a réussi. Mais je veux dire, à partir du moment où on fait ça, on est dans un grand fauteuil, on s'endort. Je veux dire, on a gagné aujourd'hui, mais il faut se maintenir pour demain. À chaque fois, c'est de toutes les façons. Je veux dire, plus tu as du succès, plus tu es fragile. Plus tu es fragile, tu peux tomber et plus tu montes, plus la chute est dure. Donc de toute façon, il faut toujours tâcher déjà, non seulement de ne pas monter, c'est-à-dire quand je dis monter, c'est-à-dire progresser, c'est progresser, mais c'est pas monter sur un piédestal, parce que plus tu montes sur un piédestal en hauteur, plus tu te casses la gueule difficilement. Donc je veux dire, il fallait
progresser, se maintenir, mais rester quand même avec un minimum d'humilité, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu peux être voltigé par le vent et tomber. C'est tout. Donc, à partir du moment où tu es conscient de ça, tu sais que ce qui est important pour toi, c'est toujours d'en savoir plus, de te renouveler, de ne pas arrêter cette créativité qu'il y a en toi, parce que le succès, ça peut être un grand fauteuil dans lequel tu t'endors. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter simplement parce que j'avais envie éventuellement d'avoir une vie normale de femme, quoi. Ben, je veux dire, j'avais comme, tu sais, mon projet de vie, ce dont je rêvais, c'était de rentrer 5 ans après avoir fait mes études, acheter une maison, faire 4 enfants, dont des jumeaux, et avoir un mari. Et bon, et j'ai pas eu ça. Tu vois, donc ma vie normale de femme, c'était arrêter, faire des enfants, avoir quelqu'un quand je rentre à la maison, quelqu'un qui est là, qui m'attend. Mais le problème, c'est que la vie m'a montré que ce n'était pas tout à fait comme ça. Que quand tu es artiste, tu ne peux pas imaginer avoir la vie d'une personne normale. C'est tout. Oui, moi, je n'ai pas de regrets. Si je devais refaire, j'aurais refait pareil. J'aurais peut-être perdu moins de temps ici ou là. Je pense qu'on est à l'époque de la transmission, c'est-à-dire peut-être que mes amis musiciens, eux, ils doivent éventuellement avoir envie de faire des masterclass pour expliquer un peu comment agencer la rythmique, etc. Bon, maintenant, bon, il y a plein de jeunes aussi qui sont extrêmement créatifs et qui donnent des choses qui nous surprennent, nous. Donc, en fait, on se nourrit toujours et de ceux qui viennent après et de ceux qui étaient là avant. Donc, on est en perpétuel questionnement. Donc moi, pour le moment, je suis dans la promotion de mon livre qui vient de sortir. Quand j'aurai une pause de cette promotion, je vais probablement retourner aux chansons qui attendent d'avoir des textes. Je dois préparer un concert, je prépare également des expos de photos. Une expo CASAV, peut-être aider des jeunes qui veulent faire un musée à le faire, enfin les briefer, être un peu le garde-fou et puis les conseiller quelque part. Donc je ne vais pas m'ennuyer. Je fais du dessin, je fais de la photo, je fais des tas de choses, donc des projets, j'en ai 150 000. Par moment, je veux avoir la possibilité, au moins une fois par an, de m'exiler quelque part et éteindre mon téléphone. Ouais, j'ai envie de ça. J'ai vraiment envie de ça. Il me faut ce temps-là, il me faut m'occuper de moi. Il me faut arrêter tout ce stress dans lequel je suis en permanence et c'est nécessaire. Voilà.